pour ce débat parlementaire sur un texte issu d'un accord interprofessionnel qui est signé par les partenaires sociaux aujourd'hui même. Nous disposons de 20 heures dans cet hémicycle pour que la démocratie parlementaire prenne place dans le dialogue social. Les écologistes ne cesseront de répéter que dans la crise que nous traversons, le développement économique doit être réorienté pour faire face aux défis sociaux. La croissance doit être sélective et répondre aux besoins en matière d'énergie renouvelable, de logement, de mobilité, d'éducation, de santé, d'alimentation de qualité et aussi d'accueil et de bien-être des plus jeunes et des plus anciens. Une croissance sélective à travers des investissements ciblés qui créera des emplois nécessaires à l'autonomie et à l'épanouissement de tous et de toutes. Or, souvent, ces emplois relèvent de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, de nouvelles qualifications. La formation professionnelle est ainsi un enjeu prioritaire pour la reconversion de notre économie. Mais c'est également un enjeu pour la progression individuelle, pour le développement personnel, au travers du plaisir d'apprendre, d'acquérir de nouveaux savoirs ou savoir-faire. En France, nous devons bâtir une culture de la formation tout au long de la vie, pour une société dynamique, innovante, enthousiaste, créative, où chacun trouve une place à sa mesure. Le texte que nous étudions aujourd'hui comporte 3 parties distinctes. Une partie concerne la formation professionnelle continue, l'apprentissage, la gouvernance et la décentralisation. Une autre partie traite de la démocratie sociale et enfin, la dernière d'inspection du travail. Devant le rassemblement de sujets aussi différents et face aux enjeux sociétaux que chacun comporte, ce texte, tel qu'il est présenté aujourd'hui, ne constitue, à nos yeux, qu'une première étape qui demandera des précisions et des ajustements. Nous proposerons d'améliorer ce qui peut l'être ici, mais nous appelons à ce qu'une impulsion plus grande, plus ambitieuse, plus politique soit donnée à notre volonté de rendre effectif le droit à la formation tout au long de la vie. Nous voulons que la démocratie sociale rencontre la démocratie participative régionale. Nous voulons que l'inspection du travail s'inscrive dans un cadre européen pour améliorer les conditions de travail et lutter contre le dumping social. Sur la formation professionnelle tout d'abord, la création du compte personnel de formation est attendue depuis longtemps. C'est une avancée car d'une part, il est attaché à la personne et non plus au poste, et d'autre part, il pourra être mobilisé sur la seule initiative de son bénéficiaire, que l'on soit salarié ou demandeur d'emploi. Malgré les réformes multiples autour de la formation, elle continue cependant à bénéficier à ceux qui en ont le moins besoin, les salariés les plus diplômés, tandis que les salariés avec un niveau de formation initiale plus faible, les demandeurs d'emploi et les seniors en bénéficient beaucoup moins. Le compte personnel de formation, parce qu'il est attaché à la personne, pourra être plus accessible au public le plus éloigné du dispositif de démobilisation de ce droit individuel à la formation tout au long de la vie. Du point de vue des personnes, il ne sera néanmoins effectif que s'il est simple, lisible et facilement accessible. La mobilisation du compte personnel de formation doit être facilitée pour les salariés, mais également mieux ouverte aux salariés à temps partiel non choisis, souvent les femmes, aux demandeurs d'emploi et bénéficiaires de minima sociaux, aux personnes en situation de handicap et également, Monsieur le ministre, aux fonctionnaires de catégorie C. Aujourd'hui, seuls 20% des demandeurs d'emploi bénéficient d'une formation et seulement 12,5% des fonds de la formation leur sont consacrés. C'est bien insuffisant, il faut donc trouver des solutions. La question de l'origine du financement et de sa répartition, ainsi que la possibilité d'augmenter le plafond horaire aujourd'hui limité à 150 heures, fera l'objet de propositions d'amélioration du texte. Car nous jugeons avec d'autres que 150 heures, ce n'est pas assez pour bénéficier d'une formation qualifiante. C'est pourquoi le dispositif doit assurer la possibilité d'abondement, c'est-à-dire de crédits d'heures supplémentaires financés selon la situation par différents organismes, les OPCA, les entreprises, les régions, Pôle emploi ou encore, bien sûr, le bénéficiaire lui-même. Nous nous interrogeons cependant sur les moyens réels dont disposeront ces financeurs. Les régions, pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les personnes en situation de handicap, auront-elles les moyens d'y parvenir? Les OPCA, qui dépendent des mécanismes de financement des entreprises, pourront-ils honorer les demandes, notamment pour les salariés des petites et moyennes entreprises? Par ailleurs, sur les contenus des formations proposées dans le cadre du compte personnel de formation, des listes nationales et régionales sont établies. Nous devons mieux travailler par branche et par secteur. Par branche, car nous devons raisonner par filière, développer des formations là où il y en a besoin et anticiper les reconversions là où la décroissance des activités s'annonce. Par secteur, car nous devons soutenir par exemple celui de l'économie sociale et solidaire.
Nous voulons que ce projet de loi soit véritablement l'occasion de renforcer les leviers pour la transition écologique. Nous ferons plusieurs propositions à l'image de l'amendement proposé par mon collègue Denis Baupin et les députés écologistes adopté en commission, qui précise que le Conseil en évolution professionnelle confié aux régions devra prendre en compte l'émergence de nouvelles filières métiers dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Le Conseil national de la transition écologique récemment créé devra bien évidemment être associé à la constitution des listes des formations éligibles au CPF. Nous soutenons l'objectif du gouvernement de 500 000 apprentis d'ici 2017. La possibilité de conclure un contrat à durée indéterminée apprentissage sera certainement incitative. Les nouvelles missions des centres de formation des apprentis pour un accompagnement professionnel et social renforcé des jeunes, c'est aussi un progrès. Ces missions seront-elles menées à moyens constants ou valorisées par le décret prévu que devront valider les présidents de région? Nous aborderons évidemment ce sujet au cours du débat. Ces derniers pourront-ils établir des conventions de partenariat avec l'AFPA? Nous vous interrogerons bien sûr, Monsieur le ministre, sur ce sujet. De façon générale, nous devons sécuriser les collectivités territoriales pour qu'elles s'autorisent des partenariats par convention plutôt que des prestations par marché public qui engagent souvent des concurrences inutiles. Le texte cherche ensuite à encourager la démocratie sociale. Les rapports de force existent et existeront toujours dans notre société. La conquête de nouveaux droits individuels n'est pas spontanée. C'est un cap qui demande des garanties pour que le dialogue social soit loyal et équilibré. Social écologie et démocratie sociale sont plus que compatibles, elles vont ensemble. Simplement, il faut s'assurer d'être exhaustif dans la représentation des partenaires sociaux susceptibles de participer aux consultations et aux concertations. Pour une véritable démocratie sociale, c'est-à-dire pour des négociations et la recherche de compromis acceptables pour tous, il faut que tous soient représentés. Ici, par exemple, manquaient à l'appel dans le projet initial les acteurs de l'économie sociale et solidaire, de l'agriculture et des professions libérales, tels que les professionnels de la santé, du droit et du cadre de vie. En dernière minute, un protocole d'accord entre organisations patronales, interprofessionnelles et multiprofessionnelles vient tout juste d'être signé jeudi dernier. Il prévoit effectivement d'intégrer la consultation des organisations multiprofessionnelles dans les démarches du dialogue social. Après nos débats en commission, nous avons prévu d'intégrer par voie d'amendement ces acteurs dits du hors-champ, qui fédèrent un tiers de l'activité économique et des emplois en France. Ce sera un réel progrès qui, nous l'espérons, permettra de mieux associer à l'avenir des travailleurs et employeurs dont l'activité est bien souvent non délocalisable et créatrice d'emplois dans les secteurs utiles d'un point de vue social et environnemental. Pour poursuivre sur ce registre de la bonne représentation de tous dans les processus de négociation sociale, je formule quand même un regret: l'absence des demandeurs d'emploi. Je sais, Monsieur le ministre, c'est une question complexe, car le statut de demandeur d'emploi n'est pas un statut que l'on souhaite conserver ou défendre. Pourtant, de très nombreuses personnes en recherche d'emploi auraient de l'expertise à apporter et des choses à dire sur leurs besoins en formation. Il faudra donc progresser pour trouver les formules adéquates à leur association, probablement d'ailleurs au niveau local. Si le dialogue social doit progresser par l'élargissement des membres associés, il doit également progresser au niveau territorial. Fédéralistes, les écologistes soutiennent le renforcement d'une décentralisation encore inaboutie. Les régions en charge de la formation professionnelle, en lien avec les départements responsables des programmes d'insertion sociale et professionnelle, devraient également pouvoir s'appuyer sur des accords régionaux interprofessionnels et multiprofessionnels équilibrés. Ainsi se retrouverait autour de la table et au plus près des programmes à élaborer l'ensemble des parties prenantes, qu'il s'agisse des financeurs, des prescripteurs, des prestataires, des entreprises, des syndicats de salariés et des bénéficiaires représentés. Quoi qu'il en soit, si ce texte ne prévoit pas explicitement les modalités du dialogue social territorial, il reste à conforter localement pour de nouvelles pratiques en adéquation avec ces nouvelles compétences accordées aux régions. Car la démocratie sociale et la démocratie parlementaire, nous devons lui ajouter la démocratie participative qui s'installe progressivement dans les territoires, souvent recommandée d'ailleurs par les programmes européens dont les fonds alimentent les politiques publiques locales. Fédéralistes, les écologistes souhaitent également une meilleure articulation entre régions et Europe. En matière de formation professionnelle, l'Europe dispose de programmes et de fonds dont les collectivités régionales vont devoir gérer à partir de maintenant. Mais cela sera bien insuffisant pour répondre aux réels besoins en matière de formation, notamment des demandeurs d'emploi. Il est donc indispensable, Monsieur le ministre, d'avancer aussi sur une réforme fiscale accordant de véritables moyens aux collectivités régionales, mais j'ai cru comprendre
que ça pourrait être un débat d'un autre texte qui devrait suivre. Pour terminer, concernant le titre 3 sur l'inspection du travail, je vous avoue, Monsieur le ministre, que nous ne comprenons pas ce que cela vient faire dans ce texte. Y avait-il urgence à proposer cette réforme? Vous savez que la plupart des inspecteurs du travail et des contrôleurs ne sont pas d'accord avec un certain nombre de ces propositions. Vous soutenez le dialogue social, alors pourquoi vouloir passer en force dans ce domaine avec notamment le recours annoncé aux ordonnances? Prenons le temps de l'échange et de bien comprendre où sont les blocages. Les inspecteurs du travail sont indispensables au respect des droits des travailleurs, à la prévention des abus par des employeurs peu scrupuleux et à la promotion du développement économique et social. Le 14 janvier dernier, le Parlement européen a adopté une résolution appelant à des inspections du travail efficaces pour l'amélioration des conditions de travail en Europe et en fait de lutter contre le dumping social. Karima Delli, députée d'Europe Écologie, a ainsi rappelé la nécessité de renforcer la coopération administrative des États européens en matière d'inspection du travail par la création d'un corps européen d'inspecteurs du travail que nous appelons nous-mêmes de nos vœux depuis 2011. Voilà ce qui aurait pu aussi nous occuper aujourd'hui. Monsieur le ministre, malgré ce débat et ces réserves sur lesquelles nous reviendrons bien évidemment, globalement ce texte, et on le reconnaît volontiers, est un pas en avant pour la formation professionnelle et la démocratie sociale. Pour l'améliorer, les écologistes s'inscriront positivement dans le débat, dans le respect des partenaires sociaux et de notre majorité. Merci. Merci, Monsieur Cavard.